Vingegaard qui n'y va pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la grande présentation du Tour de France 2024. Ça y est, on y est, la grande messe du mois de juillet est là. Elle va partir de Florence en Italie et pour présenter ce Tour de France 2024, je suis forcément avec mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, ça y est, le Tour de France est là. Là, on est chaud patate. C'est la grande messe du mois de juillet. On peut pas ne pas la rater. Ah non, mais évidemment que non, encore moins cette année parce qu'il y a vraiment tout le monde. On avait un peu peur avec les Jeux Olympiques et au final, tout le monde est là, quasiment. Finalement, tout le monde est là, comme Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume, le Tour de France se gagne tous les jours, mais peut se perdre un jour. Oh là là. C'est Thierry Adam qui nous disait ça à la grande époque. Tout à fait. Le grand Titi. Bon, allez, avant de rendre hommage au plus grand, on va parler très rapidement des championnats qui se sont déroulés ce week-end avec donc le titre de Paul Lapera dans la course en ligne chez les hommes en France et le titre de Bruno Armirail au contre-la-montre chez les femmes, le titre de Juliette Labousse qui l'a emporté lors de la course en ligne la veille le samedi, et Audrey Cordon-Rago qui a un peu remis les pendules à l'heure, si c'est le bon mot, en tout cas lors du contre-la-montre aussi en semaine. Messieurs, très rapidement, Étienne, pour commencer, est-ce que pour toi ça a été des beaux championnats de France? Alors la course féminine a été vraiment très impressionnante tant en termes de rebondissement, parce que on a cru un moment que la FDJ Suez allait faire une masterclass, et puis finalement Juliette Labousse a été tout simplement extraordinaire, et elle a su prendre l'initiative. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mouvements de course, des outsiders qui ont osé lancer de loin, même Juliette Labousse qui a osé lancer de loin à plusieurs reprises, et qui a su surtout combler une situation qui était quand même à un moment mal embarquée pour elle quand Jadviel est en tête toute seule et que elle a quand même pas loin d'une minute d'avance. FP. Oui, moi je partage ton avis sur la course féminine. Après, je rebondirai sur la course homme où effectivement là pour le coup c'était c'est triste à dire, un championnat classique parce que je me rappelle l'an passé Cassel qui était assez marquant de par le parcours ultra difficile. Là, c'était quelque chose de un peu plus classique et en final, on voit que Decathlon H2R, voilà, la force du nombre aussi, et puis Paul Lapera qui mérite amplement sa victoire, mais c'était un peu plus classique, quoi, avec une échappée qu'on a du mal à aller chercher, qu'on rattrape après qu'il y a un groupe qui rejoint cette échappée. Mais voilà, à noter la belle performance de Rémi Capron aussi, de Van Rijel-Roubaix. Juste petite question comme ça pour terminer avant de passer au Tour de France. Pour vous, est-ce que ça pose problème que les équipes soient si nombreuses? On pense notamment à G2R, un Groupama FDJ, qui est autant de coureurs qu'il n'y a pas un nombre limité. Alors d'autant plus maintenant avec les Conti qui viennent garnir, et en fait tu as des équipes de 30 coureurs pratiquement, quoi. Ouais, mais regarde l'Arkea, ils étaient super nombreux aussi. Je ne les ai pas vus peser sur la course du championnat, donc ça a toujours été comme ça. On peut penser à un Alaphilippe par exemple, un Alaphilippe qui se retrouve face à des armadas. Ouais, ça a toujours été comme ça n'a pas empêché certains de gagner tout seul, ou même qu'à deux. Donc moi, je trouve que c'est un faux débat, pour le coup. Et ça n'a pas empêché Julien Bernard de faire un nouveau podium au championnat de France en étant lui totalement solo. Après, le problème, c'est que si tu réduis les effectifs des grandes équipes comme Groupama et Decathlon, tu prives aussi de nombreux Français de pouvoir participer à la plus grande compétition française, à savoir des championnats de France élite. Aussi. Non, c'est vrai, c'est juste. Et puis il y a des coureurs parfois, tu sais, ils sont pas sur les grands tours, ou alors ils sont un peu plus sur les coupes de France, c'est un peu leur momentum aussi, quoi. Donc c'est là où ils peuvent se mettre en évidence, qu'ils peuvent aller sur l'échappée, et puis on va dire sur voilà une bonne échappée, peut-être jouer la victoire, quoi. Donc Julien Bernard, on le voit pas souvent devant, par exemple. On le voit souvent pour ses leaders, donc c'est à l'occasion pour lui aussi de se montrer. Au peloton, quoi. Ouais, voilà, devant le peloton, oui, tout à fait, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, fallait poser la question parce que voilà, je trouvais que le rapport de force était un peu déséquilibré et que ça ferme un petit peu la course parfois, parce que finalement quand vous avez des mecs qui et je pense à Geoffrey Bouchard par exemple, qui a passé une bonne partie de la journée devant à travailler, c'est à dire que si vous avez des effectifs limités à 10 coureurs, c'est différent. Geoffrey Bouchard, il revient de blessure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as des effectifs limités à 10 coureurs, tu as forcément des mecs qui seraient protégés sur un effectif de 30 comme on a eu, qui devraient rouler en fait, par exemple
exemple, qui serait le 9e ou le 10e coureur, qui serait forcé de rouler pour justement contrôler cette course. Ça, c'est un éternel débat avec les championnats. Oui, pour terminer. Quand même, parce que chez les femmes, je parlais de Juliette Labousse, on peut dire que la FDJ Suez, tant en termes de qualité que de quantité, possède vraiment l'effectif de françaises le plus impressionnant du peloton féminin. Complètement. Et là, c'est une jeune femme qui, avec une seule coéquipière vraiment de haut niveau, qui a réussi à être championne de France. Donc, preuve que ça peut être aussi contré dans un cyclisme féminin qui s'est structuré. Donc, il n'y a pas de raison que ça puisse pas être contré chez les hommes aussi, à un moment ou à un autre. Et puis, on l'a vu par le passé avec des Steven Tronet, des Dimitri Champion, qui ont su aussi déjouer des pronostics. Steven Tronet. J'y étais d'ailleurs à ce championnat de France. Ça avait été assez énorme. Je vais conclure juste avec la liste, rapide, des principaux champions dans les pays avec Alberto Bettiol. Du côté de l'Italie, Groenewegen. Aux Pays-Bas, Arnaud Delis avec un sprint de mammouth en Belgique. Alex Aranburu en Espagne. Ethan Hayter en Grande-Bretagne. On a eu la surprise Rasmus Søjbjerg, Pedersen de la Conti Décathlon AG2R au Danemark, et Marco Brenner notamment en Allemagne, très rapidement aussi du côté Suisse, Mauro Schmid, voilà. Non, j'ai dit les principaux FP, je suis désolé. J'ajoute un dernier truc, mais vous trouvez pas que Alberto Bettiol, avec un maillot de tricolore de champion d'Italie, ça a pas un petit côté romantique? Ah oui, totalement, par rapport à la carrière du bonhomme et par rapport à ce qu'il fait sur les courses, je suis d'accord avec toi, ouais. Et on va à mon avis, on va le voir sur le Tour de France. Je donne aussi rapidement les titres en contre-la-montre avec Ghana. Wellens, David Delacruz, Bruno Armirail, Tarling, Skjelmose, Plap, Polit, voilà, Mohoric, Warren Skjold notamment, Eddie Dunbar, McNulty, Kung forcément. Chez les Suisses. Oui. Et chez les femmes, à part Bixeger. Oui, forcément. Kung devant Bixeger et Yann Christen. Donc on va le suivre dans les prochaines années. Je donne chez les femmes quand même avec Longo Borghini, Lotto Kopecky, Uzo Ostolazza que j'ai vu, championne d'Espagne, que j'ai pu voir sur le Tour des Pyrénées féminin, que j'ai pu commenter sur Sport en France. Chantal Van Den Broek Black aussi. Voilà, Pfeffer Géorgie. Voilà, Oscar Ziergaard qui a mis 10 minutes à la concurrence. On passe au Tour de France, messieurs. La transition, Ouska Ziergaard avec forcément le Tour de France, Tadej Pogačar. Bon, on y est, le départ de Florence, avec une information qui est tombée il y a quelques minutes. On enregistre ce podcast ce jeudi soir. L'information, c'est que Tadej Pogačar a eu très récemment, il y a 10 jours à peine, le Covid. Et on a l'impression que le Covid revient un peu. On a eu David Gaudu forfait pour les championnats de France, en espérant que... Étienne, je sais pas toi qui suis au niveau de l'athlétisme, en espérant que ça vienne pas perturber les championnats actuels et championnat de France qu'il va y avoir en athlétisme et le Tour de France là cette année. En tout cas, au niveau de l'athlé, j'ai pas eu de bruit de personnes qui ont eu le Covid ou alors ils se sont bien gardés de l'annoncer en public. FP, c'est du bluff pour toi, Pogačar qui a dit qu'il y avait ses meilleurs watts et finalement on apprend qu'il a eu le Covid. Hein. Ouais, c'est délicat. Après le Covid, c'est toujours pareil, quoi. C'est quelle version il a eu, quoi. Parce est-ce que c'était quelque chose qui l'a cloué au lit? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a vu lors d'un test parce qu'il se sentait peut-être pas bien? Je sais pas. Pogačar, après, c'est toujours du bluff parce que Pogačar, il doit se rattraper par rapport aux dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition chez lui et beaucoup de sentiments de revanche. Je crois qu'on va voir un Pogačar ultra offensif parce que je vous crois vraiment qu'il a mal pris ces dernières désillusions sur le Tour de France face à Vingegaard. Et puis il voit que voilà, maintenant Vingegaard, il est pas au meilleur de sa forme. Enfin, on va voir dans quelles conditions il revient. C'est ça aussi le point d'interrogation. La concurrence est là aussi avec un Remco Evenepoel, même si Remco Evenepoel aura aussi tout à prouver. Donc je pense que Pogačar, voilà, c'est pas du bluff, mais je pense son sentiment réel, c'est que je sais pas s'il a vraiment ses meilleurs watts, mais c'est qu'il veut tout arracher. Je vais en profiter pour redonner un peu le parcours, en tout cas la physiologie un peu du parcours, la physionomie pardon du parcours dans son ensemble, avec un départ de l'Italie. On va avoir 3 jours entre Florence le grand départ et Turin l'arrivée, donc lundi. Ce sera une étape au sprint plutôt à Turin, la première vraie étape pour les purs sprinters. On verra ce que ça va donner sur le premier week-end d'ouverture. Ensuite on va arriver dans les Alpes de Haute-Provence et remonter vers Mâcon, Dijon, une étape fin de première semaine, une arrivée à Troyes le dimanche, et puis une étape de repos à Orléans pour redescendre au centre de la France, Saint-Amand-Montrond, le pays de Julien Alaphilippe, si je me trompe pas, Saint-Amand-Montrond, et puis on va descendre vers le Lioran, dans le Massif Central très rapidement, une étape dans le Massif Central au Lioran. Peut-être qu'on aura un hommage à Romain Bardet lors de cette étape-là pour son dernier Tour de France. L'arrivée dans le sud-ouest à Villeneuve-sur-Lot, Pau, Saint-Lary, Soulan, Plateau de Beille, et puis la dernière semaine avec
eh bien la côte méditerranéenne, peut-être une étape propice aux bordures entre Gruissan et Nîmes, et l'arrivée derrière aussi dans les Alpes avec eh bien des étapes assez costauds, notamment Super Dévoluy, arrivé aussi à Barcelonnette, à Isola 2000 et au col de la Couillole avec une énorme avant-dernière étape et puis un contre-la-montre final entre Monaco et Nice, donc puisque en année olympique nous n'aurons pas d'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées une semaine avant le début des Jeux Olympiques. Messieurs, FP, je vais commencer par toi. Est-ce que tu penses que le tour sera réglé au bout de 4 ou 5 jours comme a dit un certain champion il y a quelques jours? Non, je suis pas trop d'accord avec Marc Madiot, mais je suis d'accord avec lui sur ce que la première étape cette année, parce que pour le coup, alors, je sais pas, c'est vraiment un coup de chance. Comme par hasard, j'étais en vacances pas loin il y a pas longtemps, donc j'étais à Rimini, j'étais à Bologne par exemple, et effectivement, moi je pense que la première étape c'est la plus piégeuse, parce que c'est vraiment celle-là où on pourra pas vraiment tricher, parce que il y a cet enchaînement de cols là vers la fin d'étape. Alors évidemment, Rimini c'est tout plein, hein, faut le dire, c'est au bord de la mer Adriatique, mais avant ça, Saint-Marin, etc. Oui, ça monte beaucoup, ça monte fort, des gros pourcentages, même si les côtes sont relativement courtes, donc ça va être assez intéressant à voir, parce que si t'as pas les jambes, ça va se voir tout de suite. Tu vas vraiment perdre du temps, même si t'es bien protégé. Donc c'est là aussi où je suis curieux de voir Vingegaard comment ça va se passer, parce que oui, Vingegaard, on sait pas dans quelle situation il est après sa chute au Pays Basque, parce qu'il a pas roulé en compétition, et on va voir vraiment là qui a les bonnes jambes. Moi, je pense aussi à un David Gaudu, hein, côté français, qui, après son Covid, on a vu son Dauphiné compliqué. Est-ce qu'il a vraiment les jambes, ou est-ce que lui, ça va être l'électron libre, et puis on mise tout sur Martinez. Donc voilà, ouais. C'est ça. Pour moi, cette première étape, ça va vraiment être la température de ce que va être le Tour de France. Est-ce que ce sera réglé à la fin de Valloire, lors de la 4e étape, avec le col hors catégorie, ce sera le premier au Galibier? Je suis pas certain. Pour enchaîner, c'est vrai qu'on va se replonger tranquillement l'année dernière. Pogačar revient de blessure au poignet, n'a pas roulé en compétition depuis Liège-Bastogne-Liège. Et on s'était dit, on serait Vingegaard, on attaquerait Pogačar dès les étapes du Pays Basque. Et on a vu qu'à l'inverse, c'était plutôt Pogačar qui avait tenté des grandes manœuvres dans les 2 premières étapes. Et pour finalement que ce soit lui qui s'écroule en 3e semaine, alors qu'on pensait qu'il allait monter en puissance. Donc je me dis que, moi personnellement, mon sentiment, c'est que si Vingegaard est sur le tour, c'est qu'il est prêt à lutter. Je pense pas que la Visma Lead the Bike, surtout avec un Jorgensen avec une telle forme, aurait envoyé un Vingegaard d'un niveau plus que moyen. S'il est là, c'est qu'il est capable de jouer la gagne au Tour de France. Donc je pense qu'il peut y avoir des grandes manœuvres de la part de Tadej Pogačar dès les 2 premières étapes, parce que vous avez parlé de l'étape 1, mais celle du lendemain est encore plus terrible à mon sens. Mais je pense que ça aboutira pas à grand chose, si ce n'est à ce qu'on a vu l'année dernière avec, pourquoi pas, les deux qui s'isolent dans les plus fortes des difficultés, mais sans se lâcher. Mais est-ce que finalement on n'envoie pas Vingegaard aussi pour semer le doute à la UAE Team? C'est Armada contre Armada finalement, parce que du côté de la UAE, on aura du lourd, avec du Almeida, avec du Adam Yates, avec du Ayuso pour entourer Tadej Pogačar. Et du côté de la Visma, on a également Jorgensen avec Kelderman et Vingegaard, et un Wout van Aert aussi pour l'entourer, en tout cas principalement pour ceux qui vont l'entourer en montagne. Est-ce que on n'envoie pas aussi Vingegaard pour peut-être mettre un petit doute dans la tête des UAE? Je crois qu'on aurait envoyé un double vainqueur du Tour pour juste semer le doute, je sais pas. On rappelle que Sepp-Kuss aussi est forfait à cause du Covid, il me semble. Non, je suis d'accord avec Étienne. Je pense pas que si Vingegaard y va, c'est du bluff, et en disant on met tout sur Matteo Jorgensen, on va faire croire que Vingegaard est prêt, comme ça, ils vont avoir le doute. De toute façon, ça va vite se voir. S'il est pas prêt, première étape ou même 2e étape, je suis d'accord avec toi, Étienne, cet enchaînement, un Vingegaard pas prêt, surtout ce genre d'étape, c'est pas celle qu'il affectionne le plus, on le sait bien, parce que ça monte pas super haut, mais c'est très, très, voilà, ça monte fort, très vite, et il y a un enchaînement. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la spécialité de Jonas Vingegaard, donc on va vite le voir s'il est bien ou pas. Après, moi sur UAE, c'est vrai qu'ils ont envoyé l'Armada cette année, mais UAE, paradoxalement, c'est pas parce qu'ils envoient l'Armada que je les crains beaucoup. C'est-à-dire que en fait, comment dire, c'est vraiment une alchimie que je trouve qu'ils ont du mal à créer, UAE, depuis des années. C'est que, ah ouais, à coup de millions, ça je peux t'envoyer, hein, pour aller choper le leader d'un tel, mais est-ce que réellement vous avez vu une équipe UAE marcher sur le tour avec des gros coureurs? Non. Quand ils ont marché sur le tour, c'était souvent avec des coureurs, je vais pas dire lambda, mais des gens qu'on connaissait un peu moins, ou des gros rouleurs, etc. Je trouve que mettre tous les œufs dans le même panier, c'est pas la bonne stratégie, et je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que sur le papier, oui, ils ont la meilleure équipe sur tous les types d'étapes, quasiment. On a un Nils Police pour rouler, un Tim Wellens pour rouler sur le plat à la limite. On a en montagne un Almeida, Yates, Sivakov, Soler. Enfin,
oui, ça a l'air super fort. Mais moi, je suis curieux de voir l'alchimie qu'il va y avoir. On se rappellera du Tour de France 2009 où Astana avait envoyé une très très grosse artillerie. Et au final, Contador, ce Tour de France-là, il le gagne solo, il le gagne pas grâce à son équipe. Au contraire, c'était plutôt la formation de Andy et Frank Schleck qui avaient pris les choses en main en montagne, que ça soit pour Andy et puis à la fin pour tenter de faire monter Frank sur le podium. Donc, alors, juste, Étienne, j'ai une nuance par rapport à ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, Astana, il y avait 2 équipes au sein d'une même équipe, que là, tout le monde est rangé derrière Tadej Pogačar. Ceci dit, il y a aussi des bruits qui disent qu'il y a disons, des dissidences internes, notamment Ayuso et Almeida envers Pogačar, et que les 2 derniers cités sont relativement agacés que tout soit concentré sur le Slovène. Donc c'est pour ça que ça pourrait se recréer. Oui, je pense pas que ça soit à un tel niveau quand même. Hein. On verra bien. Non, mais on verra. De toute façon, c'est toujours pareil. On va voir comment ça va se passer ce Tour de France. Mais je suis d'accord avec toi, Étienne aussi, c'est que Pogačar, on l'a déjà vu, il peut gagner le Tour de France tout seul. Après, il faut quand même des équipiers pour rouler à certains moments clés. Et on sait que Vingegaard, moi, à l'inverse, je trouve que Vingegaard a plus gagné des Tours de France grâce à son équipe aussi. C'est-à-dire à un Wout van Aert, chacun avait eu son rôle les années où il a gagné, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, notamment l'étape des pavés. Notamment l'étape des pavés. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y aura une étape cette année avec des chemins l'étape des chemins à 3, donc il faudra faire attention. On sait que Pogačar, forcément, lui qui a gagné Strade Bianche, est très à l'aise sur ses parcours. On suivra ça, messieurs. Si on essayait un peu de classer les coureurs, les favoris en tout cas pour ce Tour de France, on va s'essayer au jeu des étoiles. On en a l'habitude dans Vélo Podcast, ça nous permet de faire un petit tour en même temps des forces. D'ailleurs, on l'a fait sur Twitter, ceux qui veulent aller sur Vélo Podcast, on vous demande un peu votre avis, c'est qui vous voyez au podium, maillot vert, maillot à pois, etc. N'hésitez Exactement. Pas à y aller. Si on ne met, alors 3 étoiles, c'est les candidats à la victoire finale. 2 étoiles, ceux qui sont plutôt pour jouer le podium, le top 5, top 3, top 5, et puis ensuite à 1 étoile on est dans le reste du top 5 et top 10 derrière. Est-ce que Pogačar et Vingegaard sont les seuls capables de gagner le Tour de France? Je laisse répondre en premier. Ouais, alors sur le papier j'ai envie de te dire oui, je mettrais un 2,5 avec Remco Evenepoel, mais oui, moi je dirais que sur le papier c'est Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar, c'est les 2 favoris, c'est les 2 qui nous ont impressionnés. Les 2 quand ils sont à 100%. Après, on va voir comment ça se passe pour les 2. Si Pogačar, tu me dis qu'il y a eu le Covid il y a 10 jours, qui crie haut et fort qu'il est rétabli, c'est souvent, ça veut dire l'inverse en communication. Et Vingegaard, il revient d'une grosse blessure. Voilà, je pense que les outsiders ont peut-être leur mot à dire si les 2 sont pas au meilleur de leur forme. Il est clair, FP, que Pogačar, en disant qu'il a le Covid, il peut aussi préparer de manière de communication une potentielle défaillance à un moment en disant vous voyez, c'est parce que j'ai eu le Covid et finalement je pensais que j'étais remis mais je suis pas remis. Donc c'est clair qu'il peut avoir un élément de com sur ça. Après, s'ils sont à 100% tous les 2, ça sera Jonas, Tadej contre le reste du monde, comme ça a été sur le Tour de France 2022 et 2023. Dès que les 2 attaquent, ils s'isolent, en 3-4 km, ils creusent des écarts de 1 minute, voire 1 minute 30 sur tout le monde. Et si ça sera encore le cas cette année, s'ils sont à 100%. Enfin, on va quand même rappeler que pour les 2, le dernier jour de course de Vingegaard, c'est son énorme chute autour du Pays Basque, et que Pogačar a quand même le Giro dans les jambes. Même si c'était un stage de 3 semaines en Italie. Oui, la concurrence n'était pas là quand même. Faut avouer que là, mais il a 3 semaines de Giro il a 3 semaines de Giro dans les jambes avec une météo pourrie, avec des protocoles dans les jambes 1 heure après la course, encore 1 heure après la course avec les interviews, etc. où il a eu le maillot rose pratiquement du début à la fin. Et que ça, à un moment donné... Si tu ajoutes encore plus le Covid, est-ce que ça peut jouer, Étienne? Il y a aussi eu des étapes où il a fait des efforts, à mon sens, parasites, ne serait-ce que la dernière sur la double montée j'ai perdu le nom de la dernière étape du montagne, mais il part en solitaire, qui a gagné le Giro, il aurait pu rester dans les roues et profiter, on va dire, pas d'une journée de récup, soyons pas fous non plus, mais d'une journée à moins haute intensité. Parce que FP, je te fais rebondir sur ça et je te fais la passe décisive. C'est un peu ce qu'on reprochait à Pogačar lorsqu'il s'est présenté au Tour de France l'année dernière, c'est de vouloir courir après tous les lièvres et de ne pas assez sélectionner ses courses pour arriver à un pic de forme optimal au Tour de France. Je pense que Pogačar, il a eu un souci, c'était qu'il se pensait plus fort que tout le monde. Et il s'est dit,
de toute façon, je suis plus fort. Donc, si je dois rattraper tout le monde, je peux le faire. Et en fait, je pense qu'il s'est rendu compte avec Vingegaard. Oui, il a perdu 2 fois le Tour de France, mais il s'était dit la première fois, ouais, peut-être erreur, etc. La deuxième fois, je me dis qu'il a fait cet excès de zèle. Et je pense que là, c'est terminé. Et Pogacar, il grandit aussi. On le voit dans son comportement. Certes, il a fait des efforts qui étaient inutiles sur le Giro, mais très honnêtement, la concurrence était inexistante. Faut pas me dire non plus qu'il a forcé Oui, bien sûr. on va dire, il a pas forcé sur les pédales non plus à fond, on l'a pas vu à 100%. J'ai l'impression qu'il a accéléré, c'était peut-être l'exercice du jour. Donc, ouais, je sais pas, je suis pas aussi sévère qu'Étienne sur les mouvements parasites de Pogacar sur son vélo au Giro. Moi, je pense vraiment que ça joue pas et je pense qu'il peut faire le doublé si vraiment Vingegaard n'est pas au niveau, quoi. L'interrogation, ça va être la fraîcheur, l'interrogation principale. Pour les deux, finalement, la fraîcheur. Pogacar, est-ce qu'il va pouvoir tenir 3 semaines? Donc, on va pas parler de pic de forme, il a quand même fait 3 semaines de Giro, il va faire 3 semaines de Tour de France, il va falloir qu'il soit 100% frais dans la tête et dans les jambes de la première à la dernière étape, parce qu'il y a un contre-la-montre et un dernier week-end hyper sélectif aussi. Va pas falloir se faire avoir dans une étape de bordure, peut-être à Nîmes en début de 3e semaine. Un Vingegaard, est-ce qu'il va être au top de sa forme dès le début? Est-ce que il va pas prendre une ou 2 minutes dès le début, alors que l'année dernière ils se sont présentés avec 10 secondes d'écart au début de la 3e semaine. Avant le chrono, il y a des incertitudes pour les deux au final. Oui, mais alors paradoxalement, ce Tour de France aussi, il va être étrange parce qu'il va falloir commencer fort et il y a le milieu du Tour de France, hein, l'étape à partir de quand on arrive à Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Troyes, on va dire. Allez, peut-être on peut pousser jusqu'à Saint-Amand-de-Moron. C'est un Tour de France. Alors, je vais pas dire chill non plus, mais ça va, les difficultés sont pas là. Ça arrive vraiment la dernière semaine. Donc, ça va être étrange quand même, parce qu'il faut être en forme très vite. Après, on peut presque contrôler, et derrière, il faut renchaîner avec une semaine terrible, la dernière semaine. Donc, ouais, ça va être assez étrange comme pour les conditions, parce que comme disait Étienne, l'an passé, on se disait Pogacar va être très frais en 3e semaine, il s'est effondré. Cette année, comment ça va être pour Vingegaard, quoi. Messieurs, passons à la suite avec la concurrence. FP, t'as parlé de Evenepoel en 2,5 étoiles. Moi je suis assez surpris parce que il y en a un autre que je place en 2,5, c'est plutôt Primoz Roglic que Remco Evenepoel. Je sais pas ce que t'en penses, Étienne. Je vois plus Roglic comme le 3e larron. Oui, moi Roglic et Evenepoel sont les 3e larrons, c'est les deux en fait. Quand je mets, j'oublie pas Primoz, c'est juste. Mais je mets plutôt Evenepoel en 2 et Roglic en 2,5. Mais en fait les deux ont des défauts en fait. Et c'est ça le truc, c'est que Evenepoel en haute montagne et face à Pogacar et Vingegaard en forme, on sait très bien que ça va être très très compliqué. On le sait, de toute façon. Evenepoel nous a pas prouvé dans sa carrière pour l'instant qu'il peut rivaliser avec ces coureurs-là, mais en chrono, il est monstrueux, c'est important à souligner. Et Primoz Roglic, on sait que il est malin, il a l'expérience, et à un moment donné, il va quand même avoir de la chance sur ce Tour de France, parce que c'est pas possible. Il est passé par Jumbo. Comme ça. Oui, mais il est passé par Jumbo, c'est ça le problème pour toi, FP. Non, pas du tout. Après, Evenepoel monstrueux en chrono. Faut pas oublier que Nice, c'est un chrono qui est plus que vallonné et que je pense que tout Remco Evenepoel qu'il est, il l'aurait pas battu Jonas Vingegaard l'année dernière à Combloux. Donc monstrueux. S'il arrive à prendre 30 secondes sur un Vingegaard, s'il est au top du top, ça sera déjà un exploit monumental à mon sens. C'est un chrono qui va se jouer sur la fraîcheur, finalement ça va être le dernier jour de course. On rappelle quand même qu'Evenepoel, malgré son chrono monumental, il ne fait que 7e du Dauphiné. Oui, mais après on sentait que c'est de la préparation. Alors après, encore une fois, Evenepoel c'est un peu le même cas de Vingegaard. Lui en revanche il a repris la compétition plus rapidement. On voit où il en est. Vingegaard on l'a pas vu. Si on l'avait vu sur le Dauphiné et que Vingegaard avait craqué, on aurait un tout autre débat en fait. C'est juste que là on a beaucoup d'incertitudes sur les favoris, en tout cas plus sur Vingegaard que sur Pogacar a priori, et Evenepoel c'est un peu pareil, sauf qu'Evenepoel, on l'a vu concrètement. On voit qu'il n'était pas prêt il y a 15 jours. Maintenant, reste à voir comment il est aussi sur Tour de France. Moi, j'ai un autre avis que vous en termes de nom. C'est, je pense, et je l'ai mis sur Twitter, sur votre compte Twitter, c'est Félix Gall. Parce que l'année dernière, il fait une entame désastreuse dans le Pays Basque, mais en réalité, il n'était pas leader au départ. Il faut dire les choses, c'est qu'il a quasiment été du niveau de Pogacar et de Vingegaard. Par exemple, lors de son étape échappée où il gagne à la Lose, quand Vingegaard démarre, en fait, il reprend pas grand-chose à Félix Gall. À Courchevel, derrière. Grand max 1 minute. Même pas sûr qu'il leur prenne 1 minute. Et c'est pas l'histoire de la moto qui change fondamentalement l'histoire. Et dans l'étape du virage Pinot, celle du Markstein, au final, on s'aperçoit que c'est lui qui est vraiment le seul à recouler à la roue des deux monstres dans un premier temps. Alors après, t'as les deux Yates qui reviennent, mais c'est lui qui est le seul et qui, en plus, est capable de relayer après l'attaque de Pogacar. Donc, il était vraiment d'une très grande fraîcheur. Et s'il est à ce niveau-là,
dans un tour qui est hyper montagneux, il n'y a pas de raison qu'il soit pas un grand candidat pour la 3e place. Derrière le chrono, T'as quand même mis Félix Gall 3e. Hein. C'est pour ça que je le mets 3e, oui. D'ailleurs, je le mets 3e derrière les deux. Hein. C'est pour ça que, bien sûr, pour moi, les deux sont intouchables, les deux premiers. Alors, moi, je mets juste un bémol sur Félix Gall. J'ai pu voir, même là, il était au Tour de Suisse. Félix Gall, il y a 2 trucs qui me posent souci avec lui cette année. Déjà, j'ai pas encore retenu une course de référence cette année vraiment par rapport à l'an passé. C'est un peu différent, je trouve. Et puis Félix Gall, faut avouer, donc chrono, lui, il est catastrophique. Certes, le chrono, il est dans un profil qui lui convient, donc ça va peut-être aussi jouer pour lui. Et il y a un autre souci avec Félix Gall, je dis pas le syndrome Thibaut Pinot, c'est pas à ce point-là, mais c'est quelqu'un au niveau du placement qui a encore beaucoup de difficultés sur les étapes de plat, étapes de, on va dire, casse-pattes comme on dit. Et c'est là où il doit progresser. Alors après, est-ce que cette année, avec l'équipe qu'il a autour de lui, ça va l'aider aussi parce qu'il sera leader d'entrée de jeu, on va voir, mais moi je suis curieux de savoir comment il va gérer ça aussi, parce que pour l'instant, moi sur cette saison, je reste sur ma faim. J'adore ce coureur, et j'attendais beaucoup de lui, et pour l'instant, j'attends de voir. Donc voilà, on va regarder sur les premières étapes comment ça va se passer. Mais c'est pour ça que quand je t'ai vu que tu le mettais 3e, je disais, ouais, c'est ambitieux, j'adorerais que ce soit vrai. Mais ouais, voilà, je suis curieux encore. Et après, il y a une chose, c'est que entre commencer un Tour de France, équipier le terminer en leader, et devoir assumer dès le départ le fait d'être leader dans la tête, certains cyclistes n'arrivent pas à passer le cap et n'ont jamais passé le cap dans leur carrière, et c'est là où on voit qu'ils sont les réels leaders, ceux qui ont vraiment la carrure pour être leader. Juste enchaîner sur ceux qui peuvent aussi jouer un peu le podium ou le top 5. Il y a forcément les équipiers de Tadej Pogačar, Adam Yates qui a fait podium l'année dernière et Joao Almeida qui avait fait podium au Giro l'année dernière. On a parlé de Roglic, d'Evenepoel. Il y a Carlos Rodriguez, non pas Christian Rodriguez de l'Arca. Carlos Rodriguez. Content, Emmanuel Hubert. Hein. Ah, il serait très content, il sauterait au plafond. Non, Carlos Rodriguez de la team Ineos. On l'attend maintenant dans le top 5. Oui, il y a déjà été. Il était 4e l'année dernière, si je me trompe pas. On l'attend dans ce top 5 podium, en fait. C'est un peu celui, le petit jeune qui monte et qu'on attend maintenant à passer un cap. Moi, j'allais dire que sur Ineos, c'est un peu le problème aussi comme UAE, c'est que Tom Pidcock, bon, maintenant, que lui, il veut jouer sa carte sur le Tour de France. Il y a, bon, Geraint Thomas sera là un peu plus en capitaine de route. J'exagère un peu peut-être, mais ça va être un peu ça. Egan Bernal est là aussi, il revient bien en forme. Donc, on va rouler pour qui chez Ineos? C'est ça aussi la question, parce que sur la saison, c'est pareil, tous se valent, tous ceux que j'ai cités, ils se valent à peu près, donc voilà, pour qui on roule? Étienne, pour qui on roule? De toute façon, on sait que Ineos, quand il faut rouler pour personne, ils sont là pour rouler, quand il faut rouler de moment, ils roulent pas. On l'a encore vu sur le Dauphiné où ils ont pris le manche du peloton, on se demande encore pourquoi. Dans les noms que vous avez cités, faudrait peut-être pas oublier Juan Ayuso qui fait quand même podium de la Vuelta à 20 ans. Je l'ai mis en 1 étoile, pour tout te dire. Parce qu'il y a Yates, il y a Almeida, je l'ai mis en 1 étoile. Mais on peut avoir 4 UAE dans le top 10. Hein. Ah bon, ouais, mais je vois pas ce qu'il a de moins qu'un Joao Almeida, par exemple. Non, t'as raison, t'as tout à fait raison. Juan Ayuso, la difficulté avec lui, c'est que c'est typiquement le genre de coureur. Alors c'est rigolo parce que j'ai suivi le Tour de Romandie un peu plus particulièrement, je suivais Tudor, etc. Et puis voilà, un peu dans les coursives, si on peut dire, des cyclistes. Et ce qu'ils disaient beaucoup, c'est que Juan Ayuso, c'est typiquement l'exemple du cyclisme moderne qu'on a grillé trop vite et qui a des gros trous d'air. Et c'est vrai que c'est fou, c'est un coureur, on sait pas trop ce qui vaut d'un jour à l'autre. On a vu même sur ce Romandie, le Romandie, il n'y avait pas non plus une start list exceptionnelle. Bon, il fait 5e du général, certes, mais il a eu des trous aussi à certains moments, notamment à Lézin, par exemple, où il fait 11e. Enfin, voilà, c'est un coureur, effectivement, en termes de potentiel, je suis d'accord avec toi, Étienne, normalement, c'est un coureur qu'on doit mettre dans le top 5 obligatoire. Mais on ne sait pas ce qu'il vaut en fait réellement. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut avoir un trou il perd vraiment 5-6 minutes quoi, d'un coup. Moi, par rapport à la concurrence, c'est celui qui est, on va dire, dans ceux qu'on a cités pour le top 5, peut-être celui qui est le plus faillible. Perfectible. Ouais, perfectible, faillible, parce qu'il a ses gros trous d'air, parce qu'on sait qu'à son âge, il a déjà eu des soucis de santé à régler, que c'est pas simple. Ça interroge peut-être sur le fait aussi de faire démarrer des gamins très tôt, voire trop tôt. Donc Ayuso est une pépite. Ayuso a déjà fait podium de grand tour, mais est-ce que Ayuso est capable de faire podium d'un Tour de France ou top 5? Alors, top 5 oui, mais de passer le cap à être par exemple le Adam Yates de l'année dernière,
à voir ce que ça va donner. Mais paradoxalement, Guillaume, je me permets pour terminer sur Ayuso, c'est qu'il fait quand même peut-être sa meilleure saison aussi, par contre, en termes de régularité. Ça, il faut le dire aussi. C'est que même moi, quand tu vois le début de saison, il remporte la classique Ardèche, Ardèche classique, la Drôme classique. Il fait deuxième de Tirreno, il remporte le Tour du Pays Basque, il fait 5e en Romandie. S'il tombe pas sur le Dauphiné, il est quand même dans le top 10 aussi. Donc voilà, c'est aussi ça à mettre à son crédit. Maintenant, à voir sur le Tour de France. Il y a un nom chez Ineos qu'on n'a pas cité. Je veux juste le citer, on va passer très rapidement dessus. C'est un coup de cœur, c'est Egan Bernal, ancien vainqueur du Tour de France, qui revient quand même à un bon petit niveau. Alors, je l'ai mis plutôt à une étoile. Top 10, moi. Mais top 10, bon, peut-être mieux, et même peut-être mieux. Ça sera peut-être la surprise de ce Tour de France. Etienne, t'en penses quoi? Top 10, c'est Bernal? Ouais, si ça commence à faire beaucoup de monde en potentiel, déjà que on est c'est potentiel pour le podium. Mais je sais pas trop quoi en penser parce que il n'a pas encore reprouvé sur 3 semaines et j'ai presque l'impression qu'il s'était plus transformé en Ardennais qu'en pur grimpeur comme il l'était lors de sa victoire en 2019. C'est presque quelqu'un, rien que déjà avant sa grave blessure, on l'avait sur le Giro 2021, on l'avait presque plus vu à l'aise sur les chemins de terre d'Estrade Bianche, enfin sur l'étape du Giro d'Estrade, que en haute montagne où justement il avait eu quelques défaillances. Donc à voir, je serais presque moins surpris de le voir à l'aise sur l'étape de Troyes dans les chemins de terre que de le voir gagner au sommet sur l'étape du Galibier par exemple. Courra à suivre, Egan Bernal forcément. Pour citer les principaux favoris qu'on n'a pas encore cités, on va forcément parler de Jay Hindley qui sera avec Primoz Roglic dans cette Red Bull Bora Hansgrohe. On a vu le nouveau maillot, c'est un peu dommage, c'est un peu assombri le maillot qui était plutôt pas mal et qu'on reconnaissait dans le peloton. Il y aura Alexander Vlasov avec Jay Hindley aussi, Mikel Landa qui sera avec Remco Evenepoel, Matteo Jorgensen qui sera avec Jonas Vingegaard. On a David Gaudu, Lenny Martinez à la Groupama FDJ, Félix Gall, on en a parlé, Peyo Bilbao, Simon Yates, Tom Pidcock. On va suivre, on verra ça un peu pour les principaux favoris. Bon, voilà, on verra bien. Messieurs, rappel de vos pronostics. Étienne, ton pronostic, toi, c'est top 3. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Félix Gall. FP. Moi, c'est Pogačar, Vingegaard et j'ai mis Roglic en 3e, je crois. T'as mis Roglic en 3e. Et moi, c'est Pogačar, Vingegaard et Roglic. On verra bien ce que ça va donner. Le plateau des sprinters, on va en parler rapidement. Bon, j'ai classé pareil en 3, 2 et 1 étoile. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous donne les 3, 2, 1 étoile. On en débat derrière et vous me dites quel est votre favori pour le maillot vert. En 3 étoiles, j'ai forcément mis Jasper Philipsen et j'ai mis Mats Pedersen. On verra si vous êtes d'accord. En 2 étoiles derrière, j'ai mis Arnaud Delis, Dylan Groenewegen, Phil Baos et Wout van Aert. Et en 1 étoile, j'ai mis Brian Kocher, Alexander Kristoff, Gerben Thijssen, Binyam Girmay pour les Intermarchés, Sam Bennett, Mark Cavendish, Fabio Jacobsen. Étienne. Oui, ouais, alors FP, non, FP, t'as l'air bien parti pour. Oui, non, j'allais dire, non, excuse-moi Étienne, hein, mais j'allais te dire, je suis assez d'accord sur 2. Moi, j'aurais mis Arnaud Delis plus haut et j'aurais mis Kocher plus haut aussi, parce que c'est les deux qui cette année font plutôt une belle saison aussi. Kocher, faut pas oublier que même s'il gagne que récemment, il a quand même fait beaucoup de 2e place. C'est un coureur, il a pas forcément besoin de beaucoup de monde pour le placer. Il sait se placer. Il sait aussi tenir. Et puis voilà, puis pour Arnaud Delis, son retour là au championnat de Belgique, c'est bluffé. Et c'est intéressant à voir et je pense que c'est clairement le concurrent numéro 1 à Jasper Philipsen. Alors moi, si on raisonne en favori pur et dur pour le maillot vert, je serais d'accord avec toi pour mettre sur le même pied d'égalité Mats Pedersen et Jasper Philipsen. Je serais d'accord avec FP pour remonter Brian Kocher qui est capable d'aller prendre des points aussi en échappée ou sur des sprints intermédiaires. Mais si on raisonne en termes de classement pur et dur, je suis obligé d'intégrer Tadej Pogačar dans l'équation parce qu'il il est capable de gagner tellement d'étapes que finalement, en fait, il va se retrouver quasiment de facto dans le top 5. Donc, ça reste un candidat, pas pour la gagne au maillot vert, mais pour un classement maillot vert. Alors, c'est vrai. Moi, c'est pas l'objectif de base, en fait. Oui, mais je parlais des sprints. Giro, il fait quand même 2, hein. Oui, de ce classement, je crois. Mais il fait top 5 l'année dernière aussi du classement par points. Je parlais vraiment des sprints. On parle des sprinteurs du maillot vert. Je parle principalement des grosses cuisses, des sprints massifs. Qui va pouvoir gagner le plus d'étapes dans les sprints massifs? C'est vrai qu'on a forcément Tadej Pogačar. Brian Kocher fait 3e l'année dernière aussi du classement par points, on le rappelle. Voilà. Maintenant, est-ce que Philipsen est maintenant l'hyper favori des sprints massifs comme l'année dernière? Est-ce qu'il est au niveau de l'année dernière avec en plus un Mathieu Van Der Poel et il n'y a pas Tim Merlier?
Il n'y a pas Merlier, c'est un gros problème. Ouais, c'est ça aussi. Mais moi, je pense qu'Arnaud Delis peut faire quelque chose. En plus, du côté de la Lotto Destiny, à part Maxime Van Gils, qui sera protégé, le reste, c'est tout pour Delis et Van Gils. Donc, de toute façon, il aura vraiment une équipe dédiée à lui, ce qui est un avantage également. Après, il faut voir comment il gère sur 3 semaines. Ça sera son premier grand tour. La montagne arrive quand même très tôt. On sait que c'est quand même pas le coureur qui, pour le moment, me semble avoir la meilleure récupération au monde. S'il est rincé après l'étape de Valoir, le sort sera déjà réglé. Ah oui, bien sûr, tout à fait pour le maillot vert. Il aura mangé 3 étapes difficiles sur 4. C'est vrai. Ouais, je suis là, c'est d'accord. C'est l'inconnu qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que cette année, on l'a vu parfois en difficulté assez vite. Et puis aussi, c'est mental. Delis, moi, ce qui m'a un peu déçu cette année de sa part, c'est surtout son mental, où il a assez vite craqué quand il était en difficulté. Ouais. C'est facile quand tout va bien. Mais Delis, cette année, mentalement, c'était compliqué. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour moi la principale faille de Arnaud Delis. Très rapidement, est-ce que Mats Pedersen est capable de gagner le maillot vert? Il fait 2e l'année dernière du classement par points. C'est toujours celui qui tourne un peu autour, qui est capable de passer des étapes compliquées, qui a déjà fait meilleur sprinter, en tout cas vainqueur du classement par points de la Vuelta. S'il veut compléter sa panoplie des classements par points, c'est celui qui manque aussi. Il y aura le Giro à faire derrière. Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est un concurrent. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Mats Pedersen, c'est toujours pareil. On va voir comment il sera toujours placé. Reste à voir s'il peut battre Philipsen en vitesse pure, je crois pas. Mais sur certaines étapes compliquées, oui, il pourra. Bien évidemment. On a vu quand même quelque chose d'intéressant pour Pedersen, c'est que sur certaines étapes du Dauphiné, y compris en montagne, il y avait 30 gars. Et il y avait quand même encore Mats Pedersen. Peut-être qu'il peut aller le chercher à la Peter Sagan aussi. T'as mis qui en pronostic pour le maillot vert, Étienne? C'est un 51 pour ça. J'ai dû mettre Pedersen, mais c'est 51-49, disons, entre Pedersen et Philipsen. Et toi, FP? Le Philipsen. Pas de risque. Philipsen aussi. Et pour ma part, j'avais mis Philipsen aussi. Pas de risque non plus. Il y a des gros points sur les sprints massifs, forcément. Ça peut faire la diff très rapidement. Allez, en 2-3 minutes pour conclure ce podcast présentation du Tour de France. On va parler des Français quand même. Des Français. Quelle est la carte? Quel est le Français qui va nous faire le plus vibrer pendant ces 3 semaines? Qui va le plus nous faire rêver? On rappelle que Paul Lapéra portera le maillot tricolore de champion de France. FP, toi, qui tu attends le plus? Qui j'attends le plus? Qui j'attends le plus, c'est difficile. Moi, tu as cité le Paul Lapéra, j'attends beaucoup Romain Grégoire, j'attends beaucoup Lenny Martinez. Mais paradoxalement, ce que je voulais dire sur les Français, c'est que c'est une année où je m'attends à rien. Dans le sens où, c'est triste à dire, mais je m'attends à rien au niveau du classement général et ça fait du bien en fait. Ça veut dire, on a personne pour se dire, ah ouais, peut-être qu'il va faire un classement général. Moi, ce que je veux, c'est qu'il se fasse plaisir, qu'il nous fasse tout péter ce peloton et qu'il nous remporte le plus d'étapes possible parce que clairement, on a 4, 5, allez, peut-être même 6, 7 cartouches si on est généreux pour gagner des étapes sur un grand tour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et les étapes qui se profilent sont sujettes à des attaques assez rapides. Et si personne ne se prend la tête sur le général, il y a moyen de faire péter ce peloton. Et moi, ça me fait plaisir. Étienne? Alors, j'ai fait un article pour Dico du Sport, justement, qui est sorti ce jeudi à l'heure où on tourne le podcast. Et en toute fin de mon tour des Français, j'ai sorti un nom qui me paraît intéressant, qui va un peu à contre-pied de ce que vous avez dit, c'est Jordan Gégat de Total Energy. Ah oui, et je pense que ça peut être, il peut avoir un profil à la Burgodo l'année dernière, qui est quand même passé plusieurs fois pas loin de la gagne, notamment en montagne. On sait que c'est un bon grimpeur, et on sait que souvent chez Total Energy, il y a souvent un mec qui se révèle lors du Tour de France. On l'a vu par le passé avec des Pierre Roland ou même Thomas Voeckler à l'époque de Brioche la Boulangère. Ou même Sylvain Chavanel. Enfin, chaque année, ils arrivent quasiment à sortir un Français de leur chapeau qui fait un Tour de France inattendu. Donc, je me dis que vu son début de saison et vu que lui, ça sera pas le plus attendu, contrairement à Martinez, Grégoire, Bardet ou Gaudu, il a vraiment une belle carte à jouer sur des profils en montagne. Il suffit qu'il ait une bonne échappée sans trop d'immenses champions avec lui. Et tu peux faire une Calzati dans les années 2000 finalement. Lui qui avait été repéré à Nantes, 14e de la Flèche Wallonne cette saison. Ouais. Oui, mais moi j'attends vraiment des victoires d'étape. Franchement, si on n'a aucune victoire d'étape française à la fin du Tour de France, c'est vraiment un échec parce que on a la jeune génération qui va découvrir des Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, et Romain Grégoire. Il faut qu'ils prennent les choses en main. C'est maintenant. Voilà, c'est vraiment. On a compris, ils ont du talent, on sait dans le niveau World Tour qu'ils savent faire, ils sont pas loin de gagner parfois cette année. Je pense à Romain Grégoire et à Kevin Vauquelin, maintenant il faut la mettre au fond. Moi je trouve que c'est le moment idéal parce que il y aura la grosse concurrence, mais c'est aussi un avantage, c'est que
s'il y a la concurrence, on les regarde un peu moins. Parce qu'évidemment, quand la concurrence, elle regarde Kevin Vauquelin, c'est souvent parce que Vauquelin, on va dire, la start list est moins fournie. Là, on a Van Der Poel, Van Aert, ça peut se marquer. C'est là où il faut en profiter, je trouve. Il faut pas jouer le général, hein. Kevin Vauquelin qui a fait 2e du chrono des championnats de France, 2e de la Flèche Wallonne cette saison. C'est toujours pareil. Je pense qu'il a fait du top 10 Grand Tour cette saison. Oui, mais en Grand Tour, c'est différent. Moi, s'il fait Kevin Vauquelin nous fait un top 15, c'est déjà très honorable et même un bon Tour de France. Hein. Si Vauquelin joue le jeu des étapes, en gagne une et fait un top 15, formidable Tour de France de Kevin Vauquelin, par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a même pas cité Arnaud Démare de l'Arkea dans le plateau des sprinteurs. Bon, voilà, juste, on voit Lenny Martinez au départ de ce Tour de France. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Oui. Étienne. Moi, je suis d'accord avec Étienne. Étienne, vas-y, je te laisse, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi aussi. Oui, parce que, alors, on a dans un premier temps, j'ai milité pour qu'il n'y soit pas. Et Moi puis aussi. après, c'est vrai que vu la déférence de Gaudu, on s'était dit que toi, Guillaume, t'avais raison et qu'il fallait qu'il y soit. Sauf qu'en fait, il est apparu très fatigué après le Tour de Suisse. Et le vélo, comme beaucoup de sports à dominante physiologique, il y a rarement des miracles qui s'opèrent 3 semaines après. Tu ne récupères pas. Et si tu fais une course de 3 semaines en étant déjà fatigué de base, ça peut tuer un Tour de France 2018 à la de Gaudu où il est totalement transparent à part 2 ou 3 échappées, mais où il n'existe quasiment pas finalement. FP. Alors après, je suis d'accord avec Étienne sur tout ce qu'il a dit. Moi, je pense que côté de Marc Madio, je dis pas que c'est le panic buy du fin de mercato qu'on peut avoir en football, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand même, hein. Je pense que Lenny Martinez, et on sait, les rumeurs sont insistantes. On verra le 1er août, mais a priori se dirige vers la Bahreïn Victorious pour les prochaines années. C'est un coureur formidable qui a performé en début de saison. Je pense peut-être qu'il regrette aussi de l'avoir calé sur la Vuelta, même si je trouve que c'était la bonne idée, et qu'il se dit, voilà, de toute façon, l'an prochain, il n'est plus à la FDJ, autant le mettre maintenant. Peut-être le côté du sponsor aussi qui pousse, on ne sait pas. Hein. Voilà, donc, et puis quand il voit Gaudu, je pense comment il a du mal à récupérer, et sur lequel il comptait pour faire un top 10 ou au général, ou en tout cas une victoire d'étape. Il s'est peut-être dit, voilà, mettons nos meilleurs atouts sur la table, on verra ce que c'est. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit, hein, il a pas dit, je crois, on fait all-in. Je crois que c'est ça le terme qu'il emploie, il me semble, dans l'équipe. Je crois qu'il dit en parlant de Lenny Martinez. Oui. Mais il y a quand même Lenny Martinez, c'est un de ses directeurs sportifs au Tour de Suisse qui lui dit il est sur la brèche, il est en fin de cycle en fait. Et on l'envoie directement sur le Tour de France alors qu'il aurait pu refaire du frais pour briller sur la Vuelta. Lenny Martinez n'a jamais réellement coupé depuis le début de saison qu'il avait entamé à la mi-février à la Classique du Var qu'il avait remporté. Bon, après il n'a pas coupé, mais quand je vois comment il a roulé sur le championnat de France, c'était du repos. Donc bon, écoute, on va voir comment tu récupères en 15 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'après il y a 2-3 étapes. Quel est son rôle? C'est ça aussi la question. J'espère qu'il va viser les étapes. Parce que là-dessus, je trouve que dans le profil, par rapport à ce qu'il a gagné cette année avec le Trofeo di Lagueglia, je pense qu'il a le profil pour être un vainqueur d'étape aussi. C'est beau, hein. C'est magnifique. Non, mais voilà, bon, je veux pas me contredire, on va conclure avec ça, mais j'ai longtemps milité toute la saison et je trouvais que c'était scandaleux de pas mettre Lenny Martinez au départ du Tour de France parce que en fait pour moi je trouvais que c'était une sanction pour ne pas l'avoir fait prolonger. Non, je suis pas d'accord. Tu n'étais pas d'accord avec moi. Tu n'étais pas d'accord avec moi. T'as 20 ans, t'es pas obligé de découvrir le Tour de France tout de suite, même si t'as beaucoup de talent. Restons, je trouve, calme aussi là-dessus. Dans ce cas-là, tu mets pas Romain Grégoire. Non, mais Romain Grégoire, c'est pas le même profil. Tu peux pas comparer les deux. Romain Grégoire, c'est plus le style Thomas Vauclair, chasseur d'étapes, très bon vallonneur. Non, tu peux pas dire que c'est les mêmes profils. Pour moi, on a un mec qui brille en World Tour. Pour un très jeune âge, qui a fait déjà un maillot rouge de Vuelta. Certes, il a explosé physiquement pour la suite, mais c'était bien qu'il puisse découvrir la Vuelta comme ça, et un grand tour comme ça. Pour moi, je trouvais ça scandaleux en début d'année qu'on ne le mette pas sur le Tour de France, au vu de l'équipe qu'il y a aujourd'hui, d'un David Gaudu qui ne présente plus vraiment d'énormes garanties pour un général. Et au final, on le met alors qu'il est cramé, il arrive en fin de cycle, qu'il aurait pu entamer un deuxième semestre plus frais avec la Vuelta, et on le met comme ça sur le Tour de France en mode vous l'avez voulu, vous l'avez. Et puis aussi peut-être parce que David Gaudu il a eu le Covid, on ne sait pas comment il se présente au Tour de France, et puis aussi parce qu'on voit bien que Marc Madio en fait il veut même pas jouer général, il met toutes les cartes possibles pour gagner des étapes et puis après on verra bien ce qu'on va avoir à l'arrivée. C'est vrai, non mais sur la fin je suis d'accord. C'est un panic bug comme l'a si bien dit FP tout à l'heure. Ouais, bon on va terminer sur ça, et pourtant
Et pourtant, j'ai l'impression de me contredire dans ce que j'ai dit en début de saison et dans ce que je dis là. Mais parfois, la vie est pleine de contradictions. Et sur cette citation philosophe, je pense qu'on va arrêter ce podcast. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Étienne Gourceau, d'Ico du Sport, tu es sur les championnats de France d'athlétisme à Angers ce week-end. Je te remercie d'avoir pris du temps pour être avec nous. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie tous les deux. Puis on va vous souhaiter un très bon Tour de France. Merci FP. On a eu la star en Suisse, Étienne Gourceau, qui était avec nous quand même. C'est vrai, oui, faut le souligner, la star maintenant, puisque sur Twitter, il a percé maintenant avec ses analyses de l'athlétisme. Peut-être comme tous les 4 ans, on verra dans 4 ans aussi, Étienne. On attend les Jeux Olympiques, mais en tout cas, c'est passionnant. Suivez Étienne Gourceau sur les réseaux sociaux et sur Dico du Sport aussi. Et FP, je te remercie d'avoir été avec moi. On se retrouvera régulièrement pendant ce Tour de France. On essaiera de se faire des podcasts réguliers et non pas quotidiens comme on faisait l'année dernière. Voilà, on jongle aussi avec notre travail. Année, ouais, effectivement. Et on essaiera de se retrouver à Rimini ou bien alors à Turin. On verra comment ça va se passer. Bon Tour de France à toutes et à tous. Profitez bien et vive le vélo, vive le podcast. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tous. Ciao.